le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sanji Rambo-Atiana. Sanji a grandi dans un environnement cosmopolite. C'est sans doute cela qui lui a précocement donné une ouverture sur le monde. Ainsi, fraîchement diplômé, il choisit de travailler dans plusieurs pays où il s'enrichit de différentes façons de penser et de vivre. Côté passion, ce sont les arts martiaux, notamment le karaté et l'aïkido, qu'il a longtemps pratiqué. Il s'y entraîne d'abord pour la pratique physique avant de découvrir leur dimension spirituelle. C'est ce qui va le pousser à démarrer une profonde recherche spirituelle. Je vous souhaite une belle écoute. Ça va, Sanji ? Ça va très bien, merci Julien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, Sanji ? Moi, je m'appelle Sanji Rambo-Atiana, j'ai 54 ans. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de faire une grande école de commerce, puis derrière d'enclencher un parcours doctoral. Mais assez tôt, j'ai eu aussi la possibilité d'aller travailler à l'étranger. J'ai travaillé dans des pays très pauvres, Haïti, Madagascar, dans les bidonvilles, sur des programmes de développement, ce qui m'a fait rencontrer aussi toute la misère matérielle, on va dire, qui existe sur Terre. Et puis, de retour en France, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'insertion par l'activité économique. Et c'est à cette occasion-là, justement, que j'ai repris un parcours doctoral qui m'a, lui, beaucoup travaillé sur le monde de l'entreprise, notamment de la question des ressources humaines et de la motivation au travail. Et puis, fort de ce parcours-là, et en même temps, j'ai développé pas mal d'activités de conseil en entreprise. Je me suis intéressé à un certain nombre de sujets qui croisaient d'ailleurs des intérêts personnels, notamment qu'est-ce qui fait qu'en entreprise, en fait, lorsque tu interviens et que tu résous des problèmes, peu à peu, ces problèmes finissent par réapparaître, comme si en fait on en avait besoin. Ça m'a beaucoup interrogé sur la dimension humaine par-delà la dimension technique. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai mené tout un travail de recherche personnelle. Tu évoquais le tien tout à l'heure. Moi, je suis plutôt parti dans le monde des arts martiaux. Donc, je fais beaucoup de karaté, beaucoup d'aïkido, beaucoup d'arts martiaux internes chinois aussi, pour découvrir tôt ou tard que, en fait, j'avais beau essayer de m'arc-bouter le corps pour essayer de devenir plus fort dans ma tête, il y avait quand même quelque chose dans mon cœur qui défaillait sans cesse. Et ça m'a amené vers un travail plus intérieur ce coup-ci. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard Monteau, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un bouquin qui s'appelle César l'éclaireur, qui a été un best-seller du monde de la spiritualité dans les années 80. Et Bernard était un disciple de Gita Malas, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et c'est lui qui m'a formé, en fait, à la vie intérieure, à la vie spirituelle, m'a appris à porter un regard sur moi pour regarder qui j'étais en vérité, et surtout m'accepter tel que j'étais, c'est-à-dire je serai définitivement imparfait, et le cœur de mon boulot, c'est pas d'essayer de devenir parfait, parce que ça, j'y arriverai jamais, mais c'est d'essayer de m'aimer imparfait pour devenir un imparfait heureux. C'est notre destin à tous en tant qu'hommes. Ok, d'où du coup le livre, quoi. César l'imparfait heureux. D'où le livre. Ok. Peut-être que tu peux nous expliquer justement, j'ai l'impression que c'est une suite logique de ton parcours, enfin dis-moi si je me trompe, mais c'est peut-être un peu comme moi je l'ai fait avec mon bouquin C'est quoi le bonheur pour vous, c'est l'aboutissement de ton propre parcours, et c'est ça ? Alors l'aboutissement, je sais pas, c'est peut-être une étape en fait. Okay. Et ce bouquin, il est important pour moi à double titre. Donc d'abord, effectivement, tu as raison, ce livre, c'est César l'imparfait heureux. Alors César, c'est qui ? César, c'est la figure du vieux sage, tu vois, celui qu'on aimerait rencontrer, le vieil homme qui se pencherait sur nous, la vieille femme qui se pencherait sur nous, pour nous dispenser les secrets de la vie. Tu vois, quelqu'un qui a traversé la vie et qui, peu à peu, par ses expériences, a quelques secrets fondamentaux à nous révéler. Un sage. Un vieux sage, quoi. Et César, en fait, c'est le personnage
initiale du livre de Bernard, qui s'appelle donc César l'éclaireur, qui est en fait la figure de Gita Malas. Et dans ce premier livre, il y a un personnage qui s'appelle Jacques, qui est Bernard, qui, suite à un divorce, se met en quête et au détour d'une balade dans la forêt, tombe sur César. Et César va lui enseigner un ou deux grands secrets de la vie. Et le premier secret que César va lui enseigner, c'est « Nous sommes tous définitivement imparfaits. » Toi, moi, tous ceux qui écoutons là, avons des endroits où, pour des raisons liées à nos histoires personnelles, nous rencontrons des limites d'être. Pour te donner un exemple, je crois que moi, j'ai beaucoup fait d'études parce que j'avais tellement l'impression qu'on me regardait comme quelqu'un de bête que j'ai eu besoin de démontrer que j'étais très intelligent. Je suis d'origine, je suis métisse, moi, d'un côté malgache, de l'autre côté français. Et ma mère est issue d'une famille très traditionnelle, qui ne nous ont pas bien accueillis, ni mon père, ni ma sœur, ni moi. Imagine, tu vois, c'est les années 70, la France a décolonisé Madagascar, ça fait à peine 10 ans. Il y a encore tout ce regard de la France comme grande nation colonisatrice. Et finalement, accueillir des gens de couleur, c'était plutôt une dégénérescence, quoi. Et moi, c'est un des premiers regards que j'ai rencontrés. Donc, je suis convaincu en permanence que je suis un dégénéré intellectuel, tu vois, pas à la hauteur des autres. Donc, il faut toujours que je prouve que je suis plus intelligent que la moyenne. En fait, au fond, j'essaye de montrer que je suis comme tout le monde. Et ce goût-là de moi, cette conviction que j'ai sur moi, eh ben, c'est une de mes imperfections. Et elle est ancrée en moi parce qu'elle est liée à mon passé. Ce passé, je ne peux pas le changer. En revanche, ce que je peux apprendre à faire, et ça sera le deuxième grand secret que César apprendra à Jacques, ce personnage de ce premier roman, c'est, écoute, tu sais, même si tu ne peux pas te changer, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est apprendre à sourire de toutes tes limites, de toutes tes imperfections, de toutes tes maladresses. Alors c'est un concept, ça, c'est un mot, mais c'est aussi une expérience intérieure. On voit souvent dans les voix asiatiques, tu sais, on parle du sourire. En fait, c'est la conquête de ça, c'est aucun d'entre nous n'est parfait, mais il n'y a aucune raison qu'on se maltraite avec et qu'on en fasse des drames. Et c'est ça le grand secret que César va enseigner à Jacques. Donc, à l'issue de ce livre, Bernard, ce premier livre des années 80, a écrit toute une saga, en fait. Et puisque je menais cet enseignement, j'étais enseigné par lui, il nous est apparu important à un moment donné, et tu verras pourquoi, qu'on écrive un livre ensemble, qui est le 5e de cette saga. Et César, c'est César l'imparfait heureux. Et dans ce coup-ci, il y a un 3e personnage qui apparaît, c'est David. David, c'est moi en fait, qui suis enseigné par Jacques. Donc dans tout le livre, tu vas trouver une histoire qui concerne Jacques et César, puis après une histoire qui concerne David et Jacques. C'est toute la notion de la transmission, de la filiation spirituelle, comme une espèce de chaîne, tu vois, où on essaye de se transmettre des secrets, des connaissances fondamentales de l'humain et qu'on essaye de réadapter selon l'époque dont on vit. Ce livre, il raconte ça. À la fois comment on est tous des imparfaits, à la fois comment on peut apprendre à en sourire et comment on pourrait s'y prendre là, dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui, dans notre époque des années 2020, tu vois. Qu'est-ce que tu sous-entends par spirituel? J'aimerais bien avoir ta définition de spirituel, parce que c'est la deuxième fois que tu emploies ce terme. C'est quoi pour toi la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est la recherche du meilleur de nous. Il y a en nous 2 dimensions. J'ai parlé tout à l'heure de notre dimension imparfaite, mais lorsqu'on apprend à sourire à notre dimension imparfaite et que tout d'un coup le drame s'effondre, on rencontre un certain goût de soi. La joie. La joie profonde, la joie sans raison en fait. Tu es heureux, mais tu ne sais même pas vraiment de quoi. C'est une joie très particulière parce que ça veut dire qu'elle est indépendante de toutes les conditions extérieures. Elle n'est reliée qu'à notre vie intérieure, notre vie profonde. La paix, c'est cette espèce de paix où le monde pourrait s'effondrer autour de toi. De toute façon, tu ne bougerais même pas d'un millimètre parce que c'est une paix qui n'est pas dépendante des conditions extérieures. C'est une paix de toi à toi. Pour moi, la spiritualité, c'est la conquête de cet état-là, de façon à ce que nous puissions le rencontrer de plus en plus souvent. Mais cet état-là, il a une particularité. Tu vois, je pense qu'il arrive à un moment donné où, à force de fréquenter cet état intérieur, on a envie de le transmettre. On a envie de servir les autres. Je sais
et tout à l'heure on aura l'occasion de parler, que les salles que je suis en train de créer, c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils sont un peu cons, pour tous ceux qui pensent qu'ils sont un peu des dégénérés mentaux, tu vois, un peu comme moi. Ok. Et qu'à un moment donné, tu as envie de dire à d'autres, ben, vous savez, même si moi, je n'ai pas tout bien vécu avec moi-même, j'ai à un moment donné découvert des clés pour sortir de la cage de mon bonheur enfermé, pour pouvoir m'envoler. Ben, ces clés, j'aimerais vous les proposer, j'aimerais vous les partager. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est plus tu les partages, plus cet état de joie profonde, de paix profonde, perdure en toi. Je dirais que pour moi, la spiritualité, c'est rencontrer notre grandeur, et nous en avons tous une unique, comme nous avons des imperfections uniques. Et puis, que cette grandeur s'incarne dans un service qu'on rend à d'autres. Pour moi, spiritualité, ça veut dire ça. Apprendre à aider, apprendre à servir, apprendre à s'entraider, apprendre à partager. Depuis le meilleur de nous. Cette partie-là qui n'attend rien des autres, qui a juste le bonheur de partager un petit peu de ce qu'il a et de ce qu'il connaît. Ouais, ça rejoint très près je ne sais pas si tu le sais, j'ai réalisé un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et ça rejoint de très près, on peut considérer que c'est un peu comme une étude quand même, parce que j'ai interviewé 1500 personnes en leur posant la question c'est quoi le bonheur pour vous? Et notamment d'ailleurs, ce qui est sorti, c'est ce que tu dis, moi je le dis avec d'autres mots, c'est de se sentir utile en fait. Le fait de te sentir utile et d'être à contribution pour quelque chose qui te dépasse, mais donc évidemment pour les autres, pour l'humanité, pour la planète, etc. C'est un des éléments qui nous permet justement de tendre vers le bonheur. Et tu vois, une des grandes découvertes que va faire David auprès de Jacques, et qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est nous avons des imperfections uniques. Tu parlais de ta dyslexie tout à l'heure, c'est une imperfection qui t'est propre à toi, héritée de ton histoire. Mais parce que tu vas peut-être apprendre à la dépasser, toi avec tes outils, moi avec les miens, tout d'un coup, nous allons pouvoir nous adresser à une partie du monde qui nous ressemble, qui entend ce que l'on dit, parce qu'on partage quelque chose de profond et qui se ressemble. Ce que je veux te dire par là, c'est que chacun d'entre nous va avoir des zones d'utilité qui lui sont particulières. Mais si on additionne le service que tu rends, le service que je rends, le service que d'autres rendent ici, alors, tout d'un coup, nous trouvons du sens à notre vie, mais en les additionnant tous ensemble, peut-être qu'on peut faire évoluer la vie de façon générale. Comme si la vie était un grand chantier dans lequel chacun d'entre nous a une place à trouver. Les uns charpentiers, les autres tailleurs de pierre, les troisièmes peintres, peu importe. Nous avons tous une contribution à apporter. C'est ce que Gita Malas et plus tard Bernard enseignent sur ce qu'il appelle, lui, la tâche. Nous contenons tous une mission unique, un service unique à rendre aux hommes, conditionné par le fait que nous sommes tous uniques, avec des imperfections uniques. Et depuis ce travail-là de rencontre avec la bête, d'embrasser la bête, de pouvoir dire « ouais, je suis ça », de la fréquentation du meilleur de nous, alors nous pouvons accoucher tous d'un service qui nous est propre. Chacun d'entre nous est conçu et fabriqué pour aider d'autres hommes, pour aider la vie sur Terre. Des hommes, je dis ça vite fait, mais en fait, ça peut être des rivières, ça peut être des animaux, peu importe. Ah oui, c'est clair, on est tous interconnectés. Et tu vois, moi, on va dire que ces 10 dernières années, je mets quand même beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation. Et en fait, quand je t'écoute, ça rejoint très près ce que je pense, que je fais, justement, toutes ces graines que j'ai le sentiment de semer, de me dire, voilà, si on amène ça sur un plateau le plus tôt possible dans notre société, parce que je trouve que c'est quand même un projet sociétal, mais notamment sur les bancs de l'école, au sein des foyers, pour que les parents aussi puissent transmettre ça aussi à leurs enfants, je me dis, en une génération, on peut changer beaucoup de choses quand même, tu vois, dans notre société, quoi. Ce que tu dis et qui est très important, me semble-t-il, c'est... je pense qu'en fait, les enfants, ils sont porteurs d'une espèce de sagesse naturelle, tu vois. Peu à peu, par des nécessités de la vie, nous avons eu besoin de nous adapter pour réussir, pour être important, parce que l'homme a besoin de cette importance. Nous avons tous besoin d'une bonne estime de nous, de pouvoir dire « je suis important parce que je suis un bon père, parce que je suis important parce que je suis un bon époux, je suis important parce que je suis un bon professionnel ». Cette espèce de volonté que nous avons tous de réussir dans la vie, en fait, pour être quelqu'un. L'école doit servir à ça, et je pense que tu as raison, ça ne peut pas être que ça non plus. Il faut aussi que derrière, parce qu'à un moment donné, on va tous s'apercevoir, et si on est tous là autour de la table, c'est qu'on l'a tous rencontré, on s'aperçoit bien au bout d'un moment qu'on a beau tout avoir, de toute façon, on n'est pas plus heureux. Tu parles de matériel, là, on est d'accord? Je parle de matériel, ouais.
Je parle de matériel, mais d'affectif aussi. On a beau avoir une femme, avoir des enfants, ça produit une part de notre bonheur, mais ça ne suffit pas en fait. Et tu as raison de dire, et je suis assez d'accord avec toi, qu'assez tôt, il faudrait qu'on puisse dire aux gens, il y a réussir dans la vie, on en a tous besoin, mais il y a aussi chercher son sentiment d'utilité, parce que ça va nous faire réussir notre vie. Notre vie et notre mort. Oui, et puis j'ai envie de dire, pour aller dans le même sens que toi, se connaître, tout simplement. Tout à fait. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 80% de la population qui ne se connaît pas. Et donc déjà, si on apprenait à se connaître, notamment nos talents, mais ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comprendre nos émotions, savoir qu'est-ce qui est bon en termes d'alimentation pour nous, enfin, tellement de choses dans le domaine de la connaissance de soi. Je pense vraiment qu'on pourrait changer énormément de choses dans notre société et j'ai vraiment cette intime conviction que, ne serait-ce que socialement, on se comprendrait mieux, tu sais, les uns les autres, parce que déjà, si tu te comprends mieux, a priori, tu comprends mieux aussi les personnes qui sont en face de toi. Et je sais pas, ouais, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais je me dis que notre société serait vraiment plus belle, quoi, si on était vraiment tous à faire cette démarche, parce que c'est une vraie démarche de tous les jours, tu vois, de faire un chemin vers soi, d'essayer vraiment de comprendre qui on est, quoi, et de faire tout faire pour être bien. Et en fait, dans ce que tu dis, et ce qui me paraît important, c'est, tu vois, dans l'enseignement que j'ai reçu, c'est d'abord, tu rencontres ton imperfection et tu apprends à aimer ton imperfection. Mais ça, c'est pas suffisant, en fait. Plus tu rencontres que tu as des limites, que tu as des faiblesses, que tu as des blessures à l'intérieur de toi, et que ces blessures conditionnent de nombre de tes comportements. Quand tu apprends à rencontrer ça, puis à l'aimer, ça ouvre les yeux sur le fait que les autres en ont aussi, et que c'est ça qui les rend humains, et que c'est ça aussi qu'on a aimé chez l'autre. Je pense que c'est ça, tu vois, les bases de l'amour. On rencontre quelqu'un, on l'aime parce qu'il a des qualités, mais je pense que le cœur de l'amour, c'est quand on commence à aimer et ses qualités, et surtout ses imperfections. Ça me fait dire quelque chose d'autre, tu vois, qui est important pour moi, et c'est ça quand tu parlais de se connaître soi, puis de se connaître les autres. Je pense que tout d'un coup, parce qu'on rencontre le fait que soi-même, on est limité, ça nous ouvre une tolérance sur les autres. Accepter que les autres aussi, ils ont leurs limites. Et plus on va pouvoir aimer nos propres imperfections, au plus on peut aimer les imperfections des autres. Et ça, je pense que ça cultive un climat de paix. Puis la deuxième chose qui me touche dans ce que tu dis, et c'est quand tu parlais de ton film tout à l'heure. Tu as dit que tu avais rencontré 1500 personnes et que tous t'ont tenu des discours qui finalement se ressemblaient en termes de besoin d'utilité. C'est la deuxième partie du titre là qui défile en dessous. Ce livre, c'est un manuel de sagesse ordinaire. Ordinaire, ça veut dire que tous, nous pouvons y avoir accès. La sagesse n'est pas réservée à des expériences extraordinaires où, au fond d'une grotte de l'Himalaya, tout d'un coup, nous aurions une illumination. Ça existe, c'est des voies qui existent, c'est des voies spirituelles qui conduisent à un bonheur lorsqu'on renie toute la possession matérielle, tout le monde dans lequel on vit, qui sont des voies monastiques, qui sont radicales, dans lesquelles on te dit on t'enlève tout et on va voir si tu tiens la santé psychique, voire même que tu pourras faire des expériences mystiques. Mais il y a d'autres voies qui nous concernent plus tous, toi, moi, sans doute, tous ensemble, tous ceux qui nous regardent. C'est nous vivons, nous, dans le monde. Nous vivons au cœur du monde. Et la vie spirituelle, elle est sans doute dans la rencontre de notre imperfection, dans l'ordinaire de notre vie, dans la vaisselle que l'on fait, dans les poubelles qu'on descend, dans la toilette et le soin qu'on apporte à notre corps. Dans toutes ces petites choses-là, en fait, nous allons nous rencontrer imparfaits. Et la somme de tout, et si on s'agace, c'est la somme de tous ces agacements contre nous, parce qu'on s'ignore, et tu as raison de le dire, toute la somme de ces agacements contre nous qui fait notre mauvais état, notre santé psychique plus ou moins bonne, et surtout des rapports à notre corps plus ou moins complexes, parce que ça génère de la violence. Penser du mal de soi génère une violence contre nous. C'est au cœur de ces choses de l'ordinaire de la vie que nous allons nous rencontrer imparfaits, que nous allons pouvoir nous aimer imparfaits. Et ça, j'aime bien dans ce que tu dis, c'est un travail de tous les jours, dans rien d'extraordinaire, et surtout dans des victoires invisibles. Personne ne verra que nous avons un instant dominé nos agacements. Nous, au fond, nous, on le sait, et ça rend notre cœur joyeux. Et ce sourire inexplicable et inexpliqué par les autres, finalement, est très communicatif. Tu sais, ça fait comme une espèce de contagion.
Autant il y a une contagion de maladie, autant je pense qu'il y a une contagion de bonne santé par le sourire qui se transmet comme ça, tu vois, juste parce que tu sens que l'autre est bien, et ben quelque part ça te fait du bien. Et j'aime bien cette idée que d'abord la sagesse est ouverte à tous et que surtout elle est ouverte dans les choses les plus ordinaires de notre vie. Ouais, c'est évident. Je me demande s'il faudrait définir la sagesse. C'est quoi pour toi la sagesse? La sagesse pour moi c'est ne jamais perdre de vue que ce qui compte le plus, c'est fréquenter le meilleur de nous, c'est faire vivre le meilleur de nous. Quoi qu'il arrive, en quelques circonstances, garder les mains ouvertes et le sourire. Pour moi, c'est ça un sage. Tu vois, c'est cette figure de l'homme, les mains ouvertes, le sourire léger, à peine visible, et un regard d'amour porté sur le monde, capable d'accepter tout ce qui est. Pour moi, c'est ça la sagesse. Tu penses que c'est atteignable par tout le monde? Je pense qu'on ne sera jamais des sages parfaits. Mais je pense que le cœur de la sagesse, c'est accepter le fait qu'on est définitivement imparfait et que oui, c'est atteignable tout le monde, par tout le monde et que surtout, à mon sens, ça devient une nécessité vitale dans le monde qui vient. Aujourd'hui, tu l'évoquais toi-même, tu parlais de problèmes d'alimentation, mais on pourrait aussi évoquer les problèmes d'écologie, les problèmes de pauvreté galopante dans le monde, les problèmes de la surpopulation. L'homme aujourd'hui a l'impression qu'il est important parce qu'il possède beaucoup et parce qu'il a besoin de posséder plus. Et plus il possède, plus il a le sentiment d'être important. C'est ce qu'on appelle le monde de l'ego. L'ego, lui, il existe par la possession. Mais il existe une autre, c'est, je dirais, notre nature d'homme ordinaire, tu vois. Et ça nous habite tous. Aucun d'entre nous ne peut renier que parfois acheter, posséder, lui a procuré un sentiment d'un certain plaisir. Mais aucun d'entre nous ne peut non plus dire qu'il a vécu parfois deux types de bonheur. Ce dont on parlait tout à l'heure, le bonheur inconditionnel, tu vois, détaché de toute possession, détaché de toute cause extérieure. On l'a vécu, ça aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est plus avoir qui compte, c'est être. Et je pense que si nous ne cultivons pas cette nécessité de nous tourner vers être plus, davantage qu'avoir plus, les problèmes qui concernent la planète et qui menacent la survie de l'espèce humaine ne sont pas possibles de résoudre. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de l'écologie, mais si on regarde bien, nous manquons de respect à la Terre parce que nous manquons de respect un peu à nous-mêmes aussi. Je me surprenais la dernière fois à jeter un papier par terre. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, Sanji? Oui. Jeter un papier parce que je venais de penser du mal de moi. Pris par ce mal de moi et cet irrespect pour moi-même, j'ai manqué de respect à la Terre. Il a fallu que je me reprenne et que je me dise, oh, mon Sanji, comme tu viens de dire, allez, tu as encore dit du mal de toi, tu viens de t'agacer sur ton imperfection, parce que tu as mal parlé à quelqu'un, ou que tu as eu le sentiment que quelqu'un te parle mal. Alors, agacé, pris par ta propre violence, tu exprimes ta violence sur la terre. Et si tu t'arrêtais une minute pour te tourner plutôt que il t'a mal parlé et que ça t'agace, c'est pour quelle raison? Quelle douleur il y avait derrière ce fait que cette personne t'a mal parlé? Alors, plein d'amour, parce que tu as contacté sa douleur et que tu es touché par lui, tu ramasses ton papier et tu le vas mettre à la poubelle. Tout ça pour te dire quelque chose qui me paraît fondamental. Si l'homme n'ouvre pas les mains, si l'homme ne cherche pas le sourire, si l'homme ne cherche pas les yeux gentils sur lui et sur les autres, il continuera à polluer parce qu'il est irrespectueux avec la terre, parce qu'il est irrespectueux avec lui-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est très clair. Donc je pense que non seulement la sagesse est atteignable par tout le monde, mais que dans les temps qui viennent, compte tenu des enjeux auxquels fait face la terre et auxquels fait face les hommes, ça n'est plus juste un chemin pour un exotisme de l'esprit. Ça va devenir une nécessité vitale si nous voulons demain céder une terre et céder une humanité vivable à nos propres enfants. Ouais, alors dis-moi si on va dans le même sens. Moi, ce que je dis, c'est que c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Que chacun, en fait, conscientise que c'est une vraie responsabilité et de faire du mieux qu'on peut tous les jours
pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête. On a plein d'outils à notre disposition. J'aurais pas eu le même discours en 2003 quand j'ai créé mon entreprise, parce qu'on était très loin, je trouve, de cette effervescence qu'il peut avoir là dans le monde du développement personnel, de la connaissance de soi, hein. Quand je dis effervescence, c'est qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de conférenciers. Enfin, il y a énormément d'outils en fait, hein, qui nous entourent. Et tant mieux, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, pour une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, aimerait prendre soin d'elle-même et cheminer comme ça vers elle-même, il y a vraiment tout ce qu'il faut autour de nous. Donc, j'en reviens à cette responsabilité que les gens conscientisent ça. C'est-à-dire que si on a envie que notre société change autour de nous, comme tu le dis, moi je vais le dire avec d'autres mots, c'est un peu comme Gandhi, quoi. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est-à-dire commence déjà par t'occuper de toi, de ton monde intérieur, de te comprendre, de savoir qui tu es, fais du sport, fais attention à ton sommeil, pratique des exercices de relaxation, va souvent dans la nature. Voilà, trouve tout ce qui est bon pour toi, pour que tu sois vraiment bien dans ta tête, bien dans ton corps, et tu vas inspirer les autres à faire la même chose. Ouais, c'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, c'est il y a derrière toute cette démultiplication de livres, de techniques qui apparaissent, de chemins plus ou moins spirituels. Certains sont plus psychologiques que spirituels, mais peu importe. Je pense qu'il y a un appétit profond de l'homme à ce que les choses changent à l'intérieur d'abord, puis à l'extérieur. Je vais te donner un exemple. Il y a pas très longtemps, je fêtais mes 25 ans de mariage et j'offre à mon épouse un voyage. Et elle prend le billet d'avion et elle le met de côté comme si ça ne l'intéressait pas. Et je sens en moi une violence monter. J'ai envie de lui dire, non, mais t'as vu ce que je t'ai fait comme cadeau, là, regarde un peu quand même. À ce moment-là, je me dis, et c'est ça, là, je pense, le premier pas, c'est, je me dis, je ne veux pas céder à cette violence. Je ne vais pas céder à cette violence parce que je ne veux pas lui faire du mal à mon épouse et puis parce que je ne veux pas de faire du mal à moi-même non plus. Et là, je me retire, tu vois, dans mon silence, je me lève même, je vais aux toilettes. Ça, c'est le deuxième point important. Je pense que nous avons tous besoin d'un temps de silence, en fait, pour me reposer sur moi-même et me dire, mais au fond, mon Sanji, qu'est-ce qui te rend aussi violent? Parce qu'objectivement, il n'y a pas de lien entre le fait qu'elle ne regarde pas ton billet d'avion et toi, la violence qui se lève en toi. Quelque chose n'explique pas objectivement ta violence. Ça n'explique pas objectivement ta violence, le fait qu'elle ne le regarde pas. Il y a donc autre chose qui est en cours. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais ça te rappelle quoi? Et tout d'un coup, me vient l'image, je suis avec ma mère, tu vois, je dois avoir quelques années, peut-être 5 ans, et je sens que ma mère n'est pas très heureuse, et je lui offre, je vais à la mercerie avec ma grand-mère, et je casse mon petit cochon, tu sais, je récupère quelques francs, et je vais acheter le plus beau mouchoir en dentelle que je peux trouver dans la mercerie. Et je rentre chez moi, elle est emballée dans un beau papier cadeau, je lui donne, elle le prend, et elle le pose sur le buffet sans le regarder. Et en fait, il se passe exactement la même chose dans mon présent avec ma femme. Ma femme, c'est ma mère, et moi, je suis à nouveau dans la même situation que le petit garçon. Et là, je m'arrête, et tu vois, je me dis, mais en fait, cette maman, qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas ouvrir le cadeau à ce moment-là? Et je vois bien que ma mère, en fait, elle est prise par un problème de couple qui, en fait, n'est pas un désintérêt pour ma personne, c'est juste, elle est habitée par quelque chose qui la préoccupe plus que l'attention de son fils. Mais son fils, à 5 ans, il ne pouvait pas le voir, ça. À 5 ans, ça lui a blessé le cœur. Alors, je lui dis quelques mots à ce petit garçon. Je me parle à l'intérieur, jusqu'à ce que je trouve le sourire sur moi. Alors, je peux revenir vers mon épouse et lui dire, qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie, en ce moment? Et elle m'a dit les difficultés qu'elle rencontrait avec ma fille et que je n'avais pas vues. Finalement, ça a été un repas de complicité entre elle et moi. Pas du tout sur le billet d'avion, mais peut-être que c'était pas ce que la vie voulait. Autour de nos enfants et de notre désir de faire du bien à notre fille. Au final, ça a été une soirée profondément amoureuse. Ce que je voudrais juste dire, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai muté un regard sur moi, j'ai pu muter un regard sur ma femme. Et je pense que si on mute ce regard sur nous, on mute un regard sur ceux qui nous sont proches, ceux qui sont un peu plus loin, et peut-être sur la société. Pour découvrir qu'en fait, les gens ne veulent pas nous faire du mal, ne veulent pas le mal. Mais l'homme est imparfait et a mal. Et c'est ça qu'il faut qu'on aperçoive.
Et je pense que dans tout ce que tu dis, dans la démultiplication de toutes ces recherches, en fait, il y a une prise de conscience que nous sommes imparfaits et que cette imperfection, en fait, n'est pas une fatalité, mais sans doute le point d'appui de toute notre amélioration personnelle. Mais quand je t'écoute, ça me fait penser, je pense, à beaucoup de personnes qui sont pas encore en cheminement, qui sûrement qui se questionnent, ton discours doit leur parler, et ils doivent sûrement se dire, ok, mais toi, tu as réussi à faire ça, mais moi, j'y arrive pas, quoi. Comment tu fais? Moi, j'ai d'abord pratiqué une chose extrêmement importante, c'est je me suis beaucoup assis en silence. Mais me suis aussi beaucoup tenu debout en silence. J'ai pratiqué quelque chose qui, pour moi, est la clé d'entrée de toutes les recherches sur soi, c'est l'art du silence et l'immobilité. Dans un corps assis, mais il faut qu'on apprenne aussi à le faire dans un corps debout. Et que peu à peu, en essayant de calmer, de rencontrer ce corps immobile et silencieux, j'ai fait des expériences intérieures et on le sent, notre corps, quand il rencontre cette noblesse, cette élégance naturelle qu'on trouve beaucoup dans les arts martiaux, par exemple, tu vois. Lorsqu'on fait, ces contacts-là par notre corps, on sent bien qu'un goût différent de nous saisit. Et on sent bien aussi que ce goût-là, on aimerait le rencontrer plus souvent. Donc moi, je dirais que le premier pas, c'est essayer de cultiver l'art de l'immobilité et du silence. Wow. Apprendre à s'arrêter, que ce soit assis ou debout, et à chercher l'élégance de l'être, dans sa posture physique d'abord. Pour peu à peu s'apercevoir de quelque chose qui est, à mon avis, très important, c'est que, d'accord, tu le vis en micro-expérience, que ce soit parce que, ok, tu t'es arrêté, parce que tu as été dans ta pratique martiale, ou que tu as été dans ton heure de méditation, ou dans ton heure de yoga, tu as rencontré un meilleur goût de toi. C'est sûr, ça existe alors. Mais alors, comment je vais faire pour faire pénétrer ça dans ma vie? Parce que si c'est être meilleur assis sur un coussin dans une salle de méditation, franchement, moi, je me suis dit, ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai vécu des expériences d'élévation, je pense, d'expériences spirituelles profondes, mais je rentrais chez moi et puis je trouvais que la bière était froide, pas assez fraîche, je m'agaçais. Alors je me disais, à quoi ça sert de rencontrer ça dans la salle de méditation si cet être que tu goûtes parfois, tu n'arrives pas à l'être plus souvent dans ta vie ordinaire, manuelle de sagesse ordinaire. Et donc, je pense que le premier point d'entrée, c'est ça. Le deuxième point d'entrée qui est très important, c'est de temps en temps pouvoir s'arrêter, se demander, mais là, je me sens comment? Est-ce que je peux dire que je suis 100% heureux? En vérité, on s'aperçoit qu'il y a quelques fois, on peut dire qu'on est 100% heureux. Mais il y a plein de fois, on ne sait pas dire si on est heureux, pas heureux. C'est une espèce de zone grisée, tu sens ce que je veux dire? Et là, tu dis, mais alors, si c'est déjà grisé, c'est que je ne suis pas heureux. Mais alors, qu'est-ce qui m'en empêche? Et très souvent, on découvre qu'en fait, il y a eu des événements extérieurs qui nous empêchaient d'être heureux. Mais ces événements en soi, il n'y a aucune raison qui nous l'empêche. C'est donc qu'ils ont percuté, résonné sur quelque chose de notre histoire personnelle, de notre intériorité. Donc, je dirais que la deuxième étape pour moi, c'est s'arrêter, se demander, est-ce que là, je suis 100% heureux? Si je le suis, alors, je dois le dire, je dois le partager, ce bonheur. Et si je ne le suis pas, qu'est-ce qui m'en empêche? Dehors, mais surtout dedans. Et je pense que la troisième étape, en tout cas, ça c'est pour moi, si je ne le suis pas, si je ne suis pas heureux, c'est que je n'ai pas un très bon goût de moi. C'est que cet événement-là, en fait, il percute dans une dimension de mon histoire personnelle qui n'est pas encore apaisée. Et là, c'est la troisième étape pour moi. Faire remonter un souvenir dans lequel tu vas essayer d'aller apercevoir la douleur de l'enfant, mais plus intéressant, la douleur de son bourreau. L'enfant, il n'a pas été aimé comme il aurait souhaité être aimé. Qu'est-ce qui fait que le bourreau ou l'adulte, bourreau, c'est pas bon terme d'ailleurs, l'adulte n'a pas réussi à l'aimer comme l'enfant aurait voulu. Mais si l'adulte, il avait pu, il l'aurait fait. Mais pour quelle raison il n'a pas pu? Quelle était sa propre misère à l'intérieur qui a retenu ce geste d'amour vers l'enfant? Et là, tu fais une découverte très intéressante, c'est que la plupart du temps, ce que l'on découvre sur
ceux qui nous ont mal aimés dans notre passé, c'est exactement la même chose pour ceux qui nous aiment mal là dans notre présent. Et si tu passes par l'enfant, tu émeus ton cœur. Tout d'un coup, te revient un sourire, comme si le drame s'éloignait. Drame de ton passé, drame de ton présent. C'est comme si à un moment donné, tu séparais passé et présent, parce que nous interprétons tout notre présent depuis nos lunettes du passé. Et tout d'un coup, ces lunettes, enfin, cet écran du passé s'estompe. Et tout d'un coup, tu aperçois le présent dans sa vraie nature. Et ça fait apparaître quelque chose, c'est le sourire. Une fois que le sourire apparaît sur notre visage, silence, se demander si on est heureux, si on ne l'est pas, faire remonter un événement du passé pour passer de celui qui fait la gueule à celui qui sourit. Mais celui qui sourit, naturellement, il fait quelque chose et ses mains s'ouvrent. Et cet état de bonheur qu'il a à l'intérieur de lui, cet état de bonheur inconditionnel, conditionné par rien de dehors, cet état de joie, cet état de paix, il a envie de le partager. Et derrière, nous allons trouver des solutions, des actes qui vont tout d'un coup nous faire nous tourner vers celui qui nous a mal parlé ou dont on a l'impression qu'il s'est mal comporté avec nous pour lui donner l'amour, le soulagement qu'il attend et partager ce sourire parce qu'on a envie que lui aussi sourie. Donc je dirais, tu vois, s'éduquer au silence, premier point. Deuxièmement, s'éduquer au fait qu'à l'intérieur de nous, il y a une vie intérieure, faite de bonheur et faite de souffrance. Découvrir les racines de cette souffrance pour l'apaiser en parlant au petit garçon ou à la petite fille de notre passé, pour que l'adulte d'aujourd'hui retrouve le sourire et ait envie de le partager avec les mains ouvertes. Ça, je vais dire, tout le monde peut le faire. Et le premier point, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous le pouvez, asseyez-vous, mettez-vous debout, et même si ça n'est pas encore tout à fait vrai, parce que notre intériorité n'y est pas encore, essayons d'ouvrir les mains, essayons de sourire, essayons de chercher un regard gentil. Je pense que pour moi, ça c'est le premier pas, accessible à tout le monde. Tous, nous avons la possibilité de nous arrêter 30 secondes, de chercher la noblesse de notre corps, le sourire, les yeux gentils et les mains qui s'ouvrent. Tu parles du corps à plusieurs reprises et avant qu'on commence notre échange, tu me parlais aussi du corps. Et si je ne me trompe pas, il me semble que tu me disais que tu avais créé quelque chose, une forme du corps, non? C'est ça? Enfin, une technique qui est proche du corps. Parce que moi, j'ai fait des arts martiaux aussi. J'en ai fait pendant 14 ans. J'ai fait du kung-fu, moi, précisément. Donc, évidemment, cette notion du corps me parle aussi beaucoup. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de te connecter aussi à toi. Enfin, pour moi, ça a été une vraie école de la vie, les arts martiaux, hein, notamment le kung-fu. C'est quoi, en fait, ce que tu as créé? Alors, tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué. J'ai créé une forme de travail par le corps, en fait. C'est-à-dire, si tu fais cet exercice et si vous essayez, vous verrez qu'il y a des moments où vous n'êtes pas, on essaye de chercher ce corps, tu vois, je dirais de grâce, de beauté, ce corps de noblesse, ce corps de grandeur de l'homme. C'est ce que cherchent les arts martiaux, hein, d'ailleurs. Hein. Tu as dû le voir dans le kung-fu, en fait, ce qui compte, c'est ça. C'est le passage le poing fermé à la main ouverte. C'était ça le cœur du kung-fu. Et le karaté, c'est pareil. Le karaté, tous les katas commencent par des poings fermés pour aller vers des mains ouvertes. Parce que c'est le cœur de la transformation de l'homme. C'est le cœur de cette sagesse ordinaire. C'est je pourrais taper, mais non, je préfère caresser. Et donc, par le corps, on peut vivre cette expérience. Donc, on va aller chercher ses mains ouvertes, ses yeux gentils, ce sourire. Et qu'est-ce qu'on rencontre? C'est quand nous, ça a envie de faire la gueule, ça a envie de regarder méchant et ça a envie de taper. Et qu'il faut que cette partie s'exprime. Alors, il y a tout un travail du corps, on va aller chercher dans les tensions du corps l'expression de ce que je disais tout à l'heure. Tout d'un coup, on va découvrir par le corps, parce que le corps ne ment jamais. Il dit la vérité, le corps. Il ne peut pas mentir. C'est une partie très pure de notre être. Il va nous informer par des images intérieures, des images mentales, dans des mises en tension de qu'est-ce qui nous pose effectivement problème. Alors, par le corps, il y a tout un travail que je ne peux pas décrire, il faut le vivre, où on va aller chercher à l'intérieur de nous, par des postures de corps, toute ce pardon sur nous-mêmes, ce pardon sur notre passé, ce pardon sur notre présent, pour vérifier par le corps que maintenant, ça y est, on peut ouvrir les mains, aller chercher ces yeux gentils et se sourire, et que ce coup-ci, c'est vrai. Ok. Et là, le corps, très, très intéressant, parce que le corps, il ne fait jamais aucune impasse.
On va découvrir si on y est ou si on n'y est pas vraiment. Et si on n'y est pas vraiment, c'est pas grave, parce qu'on a encore une deuxième chance, on peut recommencer. C'est quoi en fait cette technique de corps? C'est proche des arts martiaux, proche d'une danse, ça se fait en binôme, ça se fait tout seul? Alors, il y a des formes qui se font seules et des formes qui se font en binôme. OK. Les formes qui se font seules, je dirais que ça ressemble à une forme d'art martial, mais qui n'est pas enfermée, tu sais, dans les arts martiaux. En tout cas, c'est ce qu'on a longtemps fait croire, à mon avis, pour des raisons commerciales. C'est cet aspect de défense, quoi. C'est pas ça, c'est chercher une vérité du corps, en fait. Donc oui, ça se passe debout, avec des expressions corporelles qui sont accompagnées, conduites, pour qu'on essaye de contacter la vérité de ce qui nous habite. Donc oui, ça a lieu debout, et vraiment le passage, c'est ça, quoi. C'est poing fermé, main ouverte. Point fermé, main ouverte. Pour que non plus on tienne des discours sur « Ah, voilà qui je suis quand je suis dans le meilleur de moi », mais pour que ça laisse des empreintes physiques et psychiques indélébiles. Parce qu'au fond, nous, on le sait tous, ça. Mais très souvent, on en parle. D'accord, c'est bien. Mais ce qui est encore plus important, c'est de l'être. Et le corps, lui, il va nous mettre là-dedans. Il sait faire. Donc oui, c'est une forme d'art martial qui se passe debout dans des séquences qui durent entre 20 à 35 minutes et qui habite justement les salles d'auto-coaching. Dans les salles d'auto-coaching, il y a toute une dimension de travail d'ordre psychique où on va rencontrer ce qu'on a dit tout à l'heure, on va cultiver l'esprit, on va étudier un peu pour essayer de se familiariser avec un certain nombre de concepts. Et puis après, on va les mettre en application pour nous dans notre vie de tous les jours. Alors, on rencontre un travail qui a lieu à la fois par la psyché et aussi par le corps. Et chacun des coins de cette salle contient un certain nombre de pratiques psychiques et physiques qui doivent au final vous permettre, en sortant de la salle, d'avoir trouvé votre solution. Alors, il y a un coach qui est là et qui accompagne les gens pour les aider à travailler sur le corps. Mais le but du jeu, c'est de le faire beaucoup seul. Enfin, accompagner, mais s'approprier les choses, parce que au final, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est bien de le faire en salle, mais c'est encore mieux de réussir à le faire dans sa vie, tu vois. Et donc, oui, ce travail corporel, c'est vraiment ça, c'est laisser le corps nous révéler la vérité debout, dans des postures debout, dans des postures de tension, de ce qui est notre problème, et de le laisser faire pour qu'il nous conduise à la paix intérieure. Ça, c'est le travail seul. Le travail en binôme, c'est un travail où on essaye là aussi, alors par les yeux et par les mains ouvertes, d'essayer de rencontrer, de rentrer dans le monde de l'autre pour essayer d'aller l'aimer dans ses limites, dans ses faiblesses. Et donc, il y a là aussi tout un travail de mains ouvertes, de contraction, et puis de réconciliation avec le corps pour que peu à peu nous rentrions, non ce coup-ci non plus dans l'amour pour nous, mais dans l'amour pour l'autre, et qu'on trouve des solutions pour aider l'autre sans le rabaisser, sans jouer au sauveur, aller chercher le juste, quoi. Est-ce que tu as le recul là, nécessaire par rapport à ces ateliers pour voir si ça fonctionne? Bah écoute, moi j'ai eu l'occasion, alors je les ai faits de façon expérimentale avant de les rendre bien sûr accessibles dans le grand public. J'ai eu l'occasion de travailler, je dirais entre 400 à 500 personnes que j'ai vues régulièrement dans des ateliers, soit ponctuels, soit dans des ateliers réguliers. Je dois dire que les deux choses qui m'ont le plus touché, c'est le désir profond qu'après 2 ou 3 expériences de cet ordre, le désir profond que ça réveille dans les gens de « je voudrais être meilleur plus souvent ». Dans des toutes petites choses de ma vie. Je veux plus m'agacer contre ma femme. Je veux plus m'agacer contre mes enfants. Je veux plus m'agacer contre mes collègues. Je veux changer mon point de vue. Je veux moins m'intéresser à ce qu'ils font qu'à qui ils sont dedans pour faire ce qu'ils font. Je dirais que c'est ça qui m'a le plus touché. Tu nous disais tout à l'heure, tu sais, pour l'écriture de ton livre, que donc César l'imparfait heureux, un manuel de sagesse ordinaire, c'était inspiré par Gita Malaz, c'est ça, hein? Ouais, Gita Malaz, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui est assez connu qui s'appelle Les dialogues avec l'ange. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, ça me parle, ça, ouais. Donc c'est quelqu'un qui, dans les années 40, dans le ghetto de Budapest, fait un certain nombre d'expériences, de rencontres avec ce qu'elle va appeler, elle, son ange gardien. Mais on pourrait l'appeler nos convictions intérieures. C'est cette voix qui monte du cœur, où tu sais que c'est ça ce que tu as à faire, en fait. Puis cette
Cette femme est restée longtemps en Hongrie sous le régime communiste après la Deuxième Guerre mondiale et a réussi à fuir la Hongrie dans les années 70 pour traduire cette expérience qu'elle avait vécue, parce qu'elle a vécu avec 3 autres amis qui ont été déportés dans les camps, pour restituer cette expérience dans un écrit qui s'appelle « Les dialogues avec l'ange ». Un livre qui a été très connu parce que il a été notamment beaucoup promu par Jacques Chancel à l'époque, tu sais. Okay. Et donc, Gita a essayé de faire connaître cette expérience et elle a rencontré Bernard Monteau. Et elle lui a transmis cette expérience, en fait. Okay. Que lui-même a essayé d'adapter à la société des années, 90, 2000. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, au travers de toutes les expériences qu'on est en train de dire, laisser surgir du fond de notre cœur les voix de la vérité. C'est pour ça que le corps est très intéressant. Parce que lui aussi, il est spontané. Il nous entraîne à cette spontanéité-là. Laisser surgir du fond de notre cœur la vérité pour notre vie, en fait. J'ai tel problème, qu'est-ce qui serait juste que je fasse ? Montre-moi mon cœur. Et si on sait écouter ces voix, si on sait rentrer dans un questionnement sincère, il y a des moments où on rencontre des convictions. Et notre vie peut être guidée par ça. Et donc Bernard, il fonde un enseignement autour de ça. Et moi, j'arrive dans cet enseignement. Et j'essaye à mon tour de m'approprier ça pour le transmettre à d'autres. Nous sommes dans cette espèce de chaîne, de transmission de cette expérience essentielle qui est comment je vais faire pour réveiller les voix de mon cœur et apprendre à les écouter. T'es sur le principe, moi, qui m'anime beaucoup, c'est le slogan de mon agence Néo Bien-être, un esprit sain dans un corps sain. Je trouve qu'on est très proche de ça, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Voilà, comment on peut apprendre à écouter notre corps dans ses tensions, mais aussi dans son élégance, dans ses tensions, mais aussi dans ses relâchements, dans son côté où il est, on est tout crispé là, de toutes les tensions qu'on a encaissées dans la journée, mais il a des choses à nous dire, notre corps. Il a des choses à nous enseigner sur ces tensions qui nous habitent. Pas pour qu'on fasse semblant de se relâcher, parce qu'à peine tu t'es relâché, déjà elles reviennent, mais pour nous enseigner sur les causes profondes de notre être, les causes profondes qu'il y a dans notre être qui font qu'on est crispé. Le corps, il va nous enseigner ça. Le corps, il va nous enseigner, mais tu sais, tu peux aller aimer l'imparfait qui a besoin d'être tendu là. Et si tu l'aimes, alors il va se relâcher, il va te faire rencontrer quelque chose d'autre, une autre dimension de ton être. Ta nature ordinaire, toute tendue, mais ta nature meilleure aussi, pleine d'amour et de tendresse pour le monde. Je pense que le corps, c'est un marqueur indélébile de ça. Et que tous, on y a un accès par ces expériences-là. Et quand tu disais faire du sport, fondamentalement, c'est ça l'expérience que l'on cherche. On cherche cette expérience de rencontre du meilleur de nous. Et tu as raison, moi je dirais... Si j'avais une agence à créer, je dirais, essayer de se rencontrer meilleur en esprit et meilleur en corps. Oui, c'est très proche. Tu disais que là, tu étais en train de travailler sur l'ouverture de plusieurs salles en France, essentiellement, donc c'était en région Rhône-Alpes, si là j'ai bien compris, aujourd'hui en tout cas. Moi, là, je suis en région Rhône-Alpes, mais certaines sont ouvertes en région de Rhône-Alpes, d'autres sont ouvertes en région parisienne, et enfin d'autres sont ouvertes dans l'est de la France. Et là, là j'irai d'ici une quinzaine de jours dans le sud-ouest, en fait, du côté de la région toulousaine. Ok. Donc, il y a une vingtaine de salles à peu près en France. Wow. Merci beaucoup. Moi, je voudrais te remercier parce que, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler de ce livre. Ah oui, ok. Parce que ce livre, pour moi, il contient quelque chose d'extrêmement important. C'est l'amour que j'ai pour cet homme qui s'appelle Bernard, qui a une forme d'amour un peu particulière, une forme d'amour spirituel, comme un fils aimerait son père, en fait. Et que cette forme d'amour, c'est celle à laquelle il m'a éduqué, parce que lui-même l'avait appris avec cette vieille femme qui s'appelait Gita. Et je voudrais te remercier parce que c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de parler de ce genre de sujet. Alors que je pense que ce sont des sujets fondamentaux pour la société qui vient. Et tellement. Tellement. Merci beaucoup, Sanji. Je te souhaite une belle fin de soirée. À très bientôt. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis
avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.